Je suis la grand-mère, donc une petite ville de la Mauricie, une ville qui est située entre La Tuque et Trois-Rivières, pour mieux situer les gens qui écoutent ce document. Et j'étais l'avant-dernière d'une famille de 5 enfants. Donc j'ai deux frères, j'ai eu deux frères et deux sœurs, et je suis l'avant-dernière. Mais il n'y avait rien qui me prédestinait au départ à l'ethnomusicologie. Je ne savais même pas ce qu'était l'ethnomusicologie, je ne connaissais même pas le terme à l'époque. Évidemment, encore moins quand je suis née. Mais même à l'époque où j'ai fait mes études universitaires, j'ai découvert bien tardivement, j'expliquerai tout à l'heure comment, mais je reste pour le moment du côté familial. Donc, j'ai eu la chance de naître dans une famille où mon papa était plutôt un entrepreneur, était dans le milieu des affaires, mais qui adorait chanter. Et ma mère était musicienne, elle vient d'une famille de musiciennes. Sa mère était musicienne, pas sa mère, mais son père était un grand mélomane. Sa tante Emma, ma tante Emma, la sœur de ma mère, m'a enseigné le piano toute ma vie, à peu près, de 6 ans à 17 ans. On suivait le cours du conservatoire à ce moment-là. Donc, j'ai appris très, très tôt à lire la musique et à lire les notes, sans doute au même moment où j'ai appris à lire les lettres, quoi. Donc, je me souviens même pas de mon premier cours de piano, pour vous dire, hein. Donc, tante Emma venait chez nous et elle nous donnait les cours. Elle a dû enseigner à peu près à tout le monde. Mes frères et sœurs ont tous appris le piano, mais ma mère n'a voulu jamais jouer le rôle de mère, de maman et de prof de piano. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours eu des profs à l'extérieur. Elle ne voulait pas mêler, disons, les deux niveaux et les deux rôles. Je le comprends aussi, ce qui était très bien. Donc, tante Emma venait chez nous pour donner des cours. Et puis, elle venait aussi le samedi. Elle passait toute la journée du samedi parce qu'elle était veuve. Tante Emma, elle habitait chez son fils, qui n'avait pas de piano à l'époque. Donc, elle venait enseigner tous les samedis chez nous. Donc, de 9 h à 5 h, ses étudiants, ses élèves arrivaient chez nous. Et nous, on était là. Et moi aussi, donc j'étais là. Et je me souviens très bien que je rentrais parfois on jouait beaucoup à l'extérieur, hein, on allait jouer dehors, on jouait dehors. Et quand un dénommé Le Sieur arrivait, je le trouvais excellent pianiste, lui, déjà. Je n'étais pas vieille, je devais avoir 7, 8 ans, 9 ans. Et quand lui venait, je rentrais dans la maison pour l'écouter et pour voir aussi comment tante Emma le corrigeait. Et puis ensuite, bon, parfois j'essayais même de jouer certains passages, comme c'était très, très, très difficile, hein. Je crois qu'à la toute fin, il était dans l'étude révolutionnaire de Chopin, qui est un répertoire terrible, mais il était très, très bien. Et j'ai réalisé bien tardivement que ces cours-là, ça a été pour moi peut-être une première école de l'écoute et de l'écoute critique. Parce que dans la maison, donc il y avait tante Emma qui enseignait, mais il y avait aussi ma mère qui, quand moi je pratiquais mon propre répertoire, elle était dans la cuisine, elle écoutait ce que je faisais, et de temps en temps, elle revenait, non, 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 là, ça, c'est pas bon dans le tempo, là, t'as fait une erreur au niveau de la rythmie, corrige-moi ce bout au niveau de la mélodie, etc. Donc, on était constamment comme ça, en même temps, au moment de l'apprentissage, avec des gens compétents qui nous guidaient, qui nous corrigeaient, et qui guidaient aussi notre écoute. Donc, on avait une structuration d'écoute au niveau familial qui était formidable. Mais moi, pour moi, c'était naturel. Hein, je pensais que toutes les familles à peu près avaient ça. Mais d'ailleurs, j'écoutais une émission l'autre jour qui mentionnait que la majorité des familles avaient un piano dans la maison. Autrefois, les Québécois, il y avait des pianos. Tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de gens avaient des pianos. Tout le monde n'était pas pianiste, mais c'était normal d'avoir un piano. En plus, nous, on avait la chance d'avoir un piano, qu'on dit un piano mécanique, avec des vieux rouleaux. Des vieux rouleaux que mon grand-père achetait au début du siècle, parce que mon grand-père était chef de gare, donc il avait accès à toutes sortes de trucs qui venaient par les trains. Les trains étaient le seul moyen à peu près pour aller à l'extérieur. Il y avait un peu l'avion, mais très très peu. Il y avait la voiture, mais lui, donc par le train, il faisait venir des rouleaux de New York. Donc, il y a peut-être une, il y a peut-être une bagarre d'oiseaux. Ils sont peut-être pas bons. Et ouais, il se nourrit, ça, mais c'est un petit avec sa mère, voilà. Donc, mon grand-père, je reviens à mon grand-père, donc il venait et il achetait des rouleaux qui venaient de New York ou des États-Unis. Et ma mère a hérité de ce piano. Et ensuite, moi, j'ai hérité de ce piano. Mais je me souviens des soirées extraordinaires, des dimanches après-midi, où les gens qui ne savaient pas jouer
Après que ma mère et moi, on avait fait des duos ensemble, souvent, où mon père chantait, ma mère accompagnait. Donc, et après tout ça, ben, on se mettait au piano mécanique. Et là, il y avait toujours un enfant ou deux qui était là, puis qui adorait pédaler. Puis ça, c'était essoufflant aussi, hein? Donc, on chantait des vieux chants en français que peu de gens connaissent et qu'on a appris par cœur, nous tout jeunes comme ça. Alors, je baignais dans une sorte d'ethnomusicologie familiale, encore une fois, sans connaître le nom, mais depuis mon enfance, donc j'avais les cours de piano, mon père qui chantait, mes grands-parents aussi habitaient, un habitait à gauche, l'autre habitait derrière. Donc, évidemment, on était entouré d'une famille élargie, tant du côté de ma mère et du côté de mon père. Et donc, tout ça, ça fêtait beaucoup au Québec dans les années 50. Alors, quand on avait une réunion de famille, c'était 50, 60 personnes, et où souvent les gens dansaient, chantaient, jouaient aux cartes, mangeaient. Ça durait une bonne partie, pas de la nuit, mais vers 2 heures, 3 heures du matin, souvent. Et c'était ça le Québec de mon enfance. C'est ça dans lequel j'ai baigné toute ma vie quand j'ai resté à grand-mère. Et quand j'ai découvert l'ethnomusicologie, c'est sûr qu'à beaucoup de moments, je me suis remémoré ces moments de mon enfance et qui me donnaient beaucoup de bonheur aussi sur le terrain parce que c'était le retour à la musique, le retour à la famille, le retour à l'échange et tout ça. Donc, c'est bien tardivement qu'on réalise combien finalement la musique, non seulement la musique, mais combien la famille nous a orientés et nous a guidés dans nos choix de carrière. Moi, en tout cas, c'est évident que la famille a joué un rôle important. Mais à l'époque, quand je suis partie de la maison à 17 ans, à grand-mère, il n'y avait pas d'université. Et comme mes parents avaient une valeur fondamentale pour eux, c'était l'éducation, l'instruction. Ils n'étaient pas très riches, mais il y avait quand même un bon revenu. Et ils tenaient beaucoup à ce qu'on s'instruise et qu'on aille là où on a envie d'aller. Ils ne nous ont jamais imposé un choix. Il aurait pu dire en musique, franchement, non. Non, bien, en plus, moi, j'avais choisi au départ la psychologie. J'avais eu des cours au collège en anthropologie, en sociologie et en psychologie. J'avais eu une prof formidable du nom de Monique Caron, que si jamais elle écoute ce document, elle saura qu'elle a joué un rôle important dans ma vie. C'était des cours de sociologie qu'elle donnait à l'époque au collège. Donc, le collège, pour ceux qui sont en Europe, ils ne savent peut-être pas, mais c'est le niveau préuniversitaire. Disons, on fait déjà une petite sélection d'un choix de carrière. Et moi, je m'orientais plus vers la psychologie, sciences humaines. Oui, parce que j'avais suivi des cours avec Monique en sociaux, avec Jean Allard en anthropo, et puis aussi il y avait un autre, Lalo, en psycho, puis j'avais adoré ça. Donc, mon frère aîné m'a dit, tu devrais aller en psychologie, on en demande, on en a besoin, etc. Donc, j'ai décidé d'aller là. Mais entre-temps, au collège Brébeuf, on allait à Brébeuf, on avait mis sur pied un petit groupe qui s'appelle Les Contretemps, dont je vous montrerai la pochette tout à l'heure, et qui finalement, au départ, c'était un regroupement d'amis, 3 garçons, 3 filles, et après la classe, on se réunissait, puis on chantait. Et puis quand j'ai quitté Brébeuf, à ma première année d'université en psycho, j'ai continué à jouer avec eux, à chanter avec eux. On était des chanteurs instrumentistes, guitare, piano, flûte, tambour, etc. Et puis finalement, ça a mieux été qu'on croyait. Une année, un des membres du groupe a enregistré une répétition, puis il l'a soumis à un concours de Canadian Folk Music Council, ça s'appelait. Donc, Championship. Alors, on soumet notre enregistrement à ce concours, ce championnat, et puis à notre grand étonnement, dans les 500 groupes qui étaient présentés uniquement par bande magnétique autrefois, c'était comme ça qu'on fonctionnait, on avait été sélectionnés pour le concours final à Toronto. Donc, on était très heureux de ça. Donc, on fait un peu de publicité sur cet événement-là. Et puis, on va à Toronto. Et finalement, à Toronto, c'était pour le North American College Music Championship. Là, c'était l'ensemble des États-Unis et du Canada. On représentait le Canada. Et à notre grand étonnement, on était, je pense, 5 ou 6 groupes sur la scène là, qui attendaient le gagnant final. Puis là, on nomme des contretemps, mais en anglais, c'était très difficile à comprendre.
Alors, ils ont dû dire les country chants. Puis, je me souviens que personne n'avançait du groupe pour dire c'est nous. On était d'abord, on était convaincus que c'était un autre groupe qui allait gagner. Et on a mis quelques secondes avant de bouger pour comprendre que c'était nous, parce que tout le monde nous pointait du doigt à ce moment-là. Donc, on a gagné à notre grand insu le North American College Music. Et ce qui fait qu'on a été amené à aller ensuite une série de concerts, dont un à la Comédie canadienne avec Lucille Dumont. On faisait sa première partie. Ensuite, on a été invité au pavillon canadien à l'Expo de Saka. Donc, on a été un mois, là, on était un mois, mais on a été 15 jours à donner une série de spectacles à tous les jours. C'est very demanding, comme on dit en bon français, très exigeant. Mais on était là, puis c'était formidable. On avait 20 ans, puis on se baladait un peu partout comme ça, aux États-Unis, à Toronto, au Japon et tout. Puis on faisait des disques. Et puis pour nous, c'était aller faire une répétition à la rigueur ou aller faire un disque, c'était à peu près la même chose. On n'était vraiment pas... On n'avait pas la grosse tête à cause de ça. Puis finalement, chacun, après le collège, chacun a choisi une orientation, une dans la médecine, l'autre en psycho, l'autre en droit, ma soeur en orthophonie. Donc, si bien que là, ça devenait de plus en plus difficile à se réunir et à pratiquer. Mais ça a été une période encore très importante pour moi, parce que ça a été une période en tant qu'interprète, musicienne, un peu compositeur, arrangeur. Donc, on a performé beaucoup, fait beaucoup de prestations scéniques, mais on était à cheval entre les musiques qu'on appelait folk ou traditionnelles et quelques compositions. Alors, encore là, de par le répertoire, j'étais proche du répertoire que j'allais connaître plus tard en tant qu'ethnomusicologue. Quand j'allais sur le terrain, c'était le genre des contretemps que j'allais souvent enregistrer. Donc, encore là, je me retrouvais non pas en tant qu'enfant dans ma famille, mais en tant que musicienne dans mon groupe ou dans le groupe auquel j'appartenais. Alors, il y a toujours eu comme ça des moments ou des circonstances dans la vie. On ne sait pas si c'est vraiment le hasard ou si tout ça est... On ne le trafique pas nous-mêmes aussi. On organise et réorganise nos choses, nos flûtes en fonction de nos goûts, de nos passions. Mais c'est évident qu'avec les contretemps, avec tout ce qui nous est arrivé, ben moi, j'ai décidé d'abandonner la psychologie. J'étais en 2e année à l'université à ce moment-là. Et puis, pour m'orienter, me consacrer uniquement à la musicologie, à la musique, à ce que j'aimais, ce qui était mon domaine de passion depuis le début, quoi, depuis l'âge de 6 ans. Donc, il a fallu que je délaisse la psychologie. Encore une fois, mes parents ont tout à fait accepté ce choix. D'ailleurs, j'étais assez âgée, près de 21 ans à ce moment-là. Et donc, je suis retournée à l'école de la musique au niveau collégial, préuniversitaire. Et là, donc, j'ai fait une concentration en musique de 2 ans. Je l'ai fait en 1 an parce que j'avais quand même des connaissances préalables. Donc, ça m'a permis de prendre 1 année de propédeutique en musique pour ensuite m'inscrire au baccalauréat en musicologie à l'école de musique Vincent d'Indy, qui était donnée par des religieuses à l'époque, les Sœurs Jésus-Marie, en haut de la côte, là, à Montréal. Mais l'école Vincent d'Indy était affiliée à l'Université de Sherbrooke. Donc, l'Université de Sherbrooke avait... En fait, sans doute que l'école Vincent d'Indy avait demandé aussi à Montréal si elle était intéressée, mais finalement, pour des raisons que je ne connais pas au plan administratif, c'est l'Université de Sherbrooke qui donnait le diplôme et on relevait de cette université au niveau baccalauréat, au niveau de Vincent d'Indy. Et puis finalement, j'ai terminé avec le premier prix de musicologie, encore là, toujours étonnée, mais quand on est... Je réalise maintenant aujourd'hui que c'est ce que je dis à mes étudiants aussi. Quand on est passionné par un sujet, quand on est imbibé, on en vit, on travaille, on ne s'en rend même pas compte. Le travail devient un plaisir. Et comme c'est un plaisir, on ne compte pas les heures. Et donc, finalement, c'est normal de réussir. Là où on a le plaisir, la passion, un minimum de connaissances et qu'on maîtrise cette connaissance, ben, c'est normal de réussir. Qu'on soit en droit, en musique, en médecine, moi, je dis, choisissez votre passion, ce qui vous intéresse, parce que étant maintenant, j'ai été prof toute ma vie, après, à partir de 40 ans, là, je me suis consacrée à l'enseignement. Avant, j'étais en recherche aussi, je vous expliquerai comment. Mais parfois, j'entendais des étudiants
dont les parents doutaient beaucoup euh, de la capacité de leur avenir à se nourrir eux-mêmes de leur propre musique, à avoir un salaire décent et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile en musique. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où on est passionné par ce qu'on fait, en général, il y a une reconnaissance qui est là du public et on réussit dans ce chemin-là. Alors moi, je dirais déjà aux étudiants qui écoutent et qui hésitent parfois à emprunter tel chemin ou à changer d'orientation comme je l'ai fait, n'hésitez pas. Moi, j'ai jamais regretté mon changement, j'ai jamais regretté mon choix et on m'a jamais critiqué non plus pour ce changement. Donc, et puis, je n'ai pas si mal tourné, hein, vous voyez. Donc, je disais que il n'y avait rien qui me prédestinait à l'ethnomusicologie. Je savais que je voulais aller dans le domaine de la musique, sans plus, mais que je ne voulais pas non plus devenir interprète. Parce que d'une part, interprète, c'est très exigeant. Et moi, étant pianiste aussi, c'est pas que j'aimais pas la discipline, mais un pianiste, ben, il y a toujours le dos au public. Et c'est rare qu'il fait face au public. Moi, le contact avec les gens a toujours été important. Donc, c'est pour ça que je suis allée en musique, en psycho, sans doute au départ, parce que la psychologie, c'est vraiment l'être humain qui est la sociologie, l'anthropologie ou la psychologie, c'est l'être humain. Mais la musique, c'est autre chose. Puis un jour, j'assiste à une conférence d'un dénommé Aram, Simha Aram, qui venait à Montréal, invité par Jean-Jacques Natier, qui était mon professeur de sémiologie musicale à l'époque à la maîtrise. Et comme c'était mon rêve d'aller en Afrique, j'avais un cousin de mon père qui était devenu père blanc en Afrique et qui était venu chez nous avant de partir, qui nous racontait ce qu'il allait faire, ce qu'il allait rencontrer là-bas. Puis ça m'avait toujours fasciné, je devais avoir 14, 15 ans quand il est parti. Je m'étais dit, je ne deviendrai pas missionnaire, c'est pas mon genre, mais un jour j'irai certainement en Afrique pour voir ce que c'est que ce continent. Et ça m'a toujours fasciné. Donc, vient à Rome, à la faculté de musique. Donc, je vais certainement l'entendre. Et puis, finalement, il nous parle des Pygmées de Centrafrique. Et les Pygmées de Centrafrique, c'était une musique que personne ne connaissait dans les années 70. C'était fascinant encore là parce que c'était de la polyrythmie, de la polyphonie. Et à Rome, était allé là pour monter un orchestre, une fanfare. Finalement, je pense qu'il n'a jamais monté sa fanfare. Il a tellement été intrigué par la musique qu'il a trouvée sur place qu'il a passé tout le restant de sa vie à essayer de comprendre la systématique musicale de cette musique extrêmement complexe des Pygmées. Donc, à la fin de la conférence, on pose toujours une période de questions. Puis évidemment, j'ai posé des questions à Simha Aram. Puis à la fin de la conférence, Simha Aram allait déjeuner avec le prof qu'il avait invité, Natier, Jean-Jacques Natier. Et là, Simha Aram nous dit, mais pourquoi vous ne venez pas déjeuner avec nous? On pourrait poursuivre la conversation et nos échanges. Alors, je dis oui, très bien. Et puis, pendant le repas, Simha Aram m'a dit, ça ne vous intéresserait pas de venir avec mon équipe sur le terrain chez les Pygmées? Alors là, c'était le plus grand bonheur. Alors, je dis, bien sûr que j'aimerais ça y aller. Et là, Jean-Jacques Natier, qui était à côté, il dit, mais elle ne pourra pas faire ça parce qu'elle va venir travailler avec mon équipe chez les Inuits. Donc là, j'avais donc une invitation à travailler chez les Inuits. Comme c'était mon professeur, je dis, bon, d'accord, OK, on va aller plutôt chez les Inuits. Alors, c'est ainsi que j'ai mis de côté pour le moment les musiques du show et de l'Afrique et pour aller plutôt vers les Inuits, mais qui étaient aussi intrigantes d'une autre façon. Parce que là, on n'était pas dans la polyrythmie, on n'était pas dans la polyphonie non plus, mais Jean-Jacques Natier et son équipe s'intéressaient beaucoup aux katatzet, les throat games ou les jeux de gorge. Parce que c'était nouveau, c'était une nouvelle pratique aussi, hein? On ne connaissait pas ce répertoire. Et puis, ce qui intriguait tout le monde à l'époque, c'est comment on produit ces throat games, ces chants de gorge-là, pourquoi on les fait. Il y avait beaucoup des anthropologues à Laval qui s'intéressaient à ça. Je pense à mon petit qui était là. Il y avait Saladin d'Anglure qui était là à cette époque. Donc, il y avait l'équipe de Saladin d'Anglure qui était le côté anthropologique à Laval.
Et puis, il y avait aussi, donc, Nattier, avec l'équipe de sémiologie musicale, qui voulait voir dans quelle mesure la sémiologie pouvait aider à mieux expliquer ou expliciter ou mettre en exergue les règles de production de ces catazètes dont on ne connaissait pas du tout ni les règles, ni les modalités d'expression, rien. Or, avec la sémiologie musicale, qui aborde la musique ou tout autre objet comme un signe, et ne connaissant pas les règles de fonctionnement, on a tenté par la mise en paradigme d'enregistrement de catazètes. Donc, les mises en paradigme, c'est tout simplement de mettre les uns sur les autres des segments musicaux qui présentent des parentés structurales. Donc, déjà, dans un premier temps, c'est presque de l'analyse structurelle qu'on fait avec une mise en paradigme. On essayait de dégager finalement des segments de l'expression qui se répètent, des segments qui étaient répétés, d'autres qui n'étaient jamais répétés. Bon, donc on avait finalement une syntaxe qui naissait graduellement. Et l'idée, c'était de saisir les règles fondamentales, la grammaire générative, disons, des catazètes. Hein. Donc c'était vraiment autour de cette équipe-là qui a été ma première équipe de recherche en ethnomusicologie auquel j'ai été intégrée de façon professionnelle et de façon assidue. Ça a été donc l'équipe de Jean-Jacques Nattier autour de la musique des Inuits. Et pendant au moins une année, j'avais le casque sur les oreilles à écouter des catazètes. Et je ne sais pas si vous avez écouté des catazètes parfois, mais écouter des catazètes 8 heures par jour à tenter de les transcrire, c'est pas évident non plus. C'est une bonne école de l'écoute, ça aussi. Hein? Donc, et il fallait trouver surtout une façon de les transcrire, parce que le catazète ne fonctionnait pas comme un répertoire mélodique normal. Il n'y a pas une hauteur de note définie. Hein? Donc, il y a des sons qu'on appelait voisés et des sons non voisés. On a travaillé beaucoup avec des linguistes qui nous ont aidés à comprendre un peu les modalités expressives de ces syllabes-là. Et donc, dans ces sources de production, ces modalités de production sonore, on en avait identifié 3. Donc, il y avait des gutturaux, hein, où le son est fait de façon gutturale, donc par la gorge. Et il y avait des nasillards, donc le son était... Alors que l'autre, le guttural, je n'ai jamais réussi à le faire. C'est encore plus guttural que ça. Et le respiratoire, c'était... Donc, il n'y a pas de hauteur définie, le son n'est pas voisé. Et on avait récolté, pas moi, mais l'équipe de Nattier avait récolté depuis 1973, je crois, donc une série de catazètes qu'on a par la suite mises en typologie ou catégorisées en fonction des sources de production sonore. Et c'est alors qu'on m'a demandé, écoute, il y a ça, peux-tu nous aider à les transcrire et trouver une méthode de transcription sonore? Donc, j'ai travaillé comme j'ai pu, et puis j'ai proposé des choses, et puis ça s'est avéré quand même intéressant. L'importance de la respiration aussi était là aussi. Puis, donc, au bout de mon contrat, Nattier me demande si je ne voulais pas faire une maîtrise sur ce sujet-là. Comme je n'avais pas fait de terrain, mais que j'avais fait que des analyses, j'ai proposé, ou il m'a proposé, je ne me souviens plus, un bilan critique de la littérature sur les Inuits, tout ce qui s'était écrit jusqu'alors sur la musique des Inuits, pas seulement sur les catazètes, depuis l'Alaska jusqu'au Nouveau-Québec et même le Labrador. Donc, c'était assez vaste, assez large. Et on commençait par l'Alaska et l'Ouest parce qu'on avait une hypothèse que les Inuits seraient peut-être venus au moment de la glaciation par l'Ouest pour ensuite s'en aller vers l'Est, etc. Et l'idée, c'était de voir, donc, d'une part, s'il y avait des changements, des continuités dans les modalités d'expression. Donc, effectivement, il y en avait, et c'était intéressant de voir ça à travers simplement la littérature, déjà, qui existait jusqu'au milieu des années 70. Mais je devais avoir au moins 150 articles déjà de rassemblés autour de ce que c'était. Donc, c'était beaucoup. Il y avait des thèses qui avaient été écrites du côté de l'Ouest, du côté du Yukon. Il y en avait du côté du Groenland aussi. Mais donc, ça a été un mémoire assez
fécond pour moi parce que ça a été une bonne préparation au terrain, parce qu'après, je suis allée sur le terrain. Donc, ce bilan des Inuits, sur ce qui s'est écrit sur la musique des Inuits, m'a permis de voir qu'il y avait des chants de gorge dans l'ouest, des chants de tambour à l'ouest, ou des danses à tambour aussi, qu'on appelait aussi des danses à tambour. Il y avait des jeux de gorge du côté de la baie du Tson, il y en avait aussi du côté des Igloolik, par exemple, etc. Donc, ça a été très intéressant, très riche, mais c'était une équipe qui réfléchissait beaucoup autour de ce que je dirais aujourd'hui, les stratégies de production sonore et les règles immanentes, les règles de grammaire générative, en fait, comment on pouvait générer d'autres catazètes à partir d'un modèle, quoi.